Alexandre le Grand est né à Pella, capitale du royaume de Macédoine, en juillet 356 AV.J.C. Son père était le roi Philippe II de Macédoine, un redoutable chef militaire et diplomate qui avait transformé la Macédoine en une puissance régionale. Sa mère était la reine Olympias, fille du roi d'Épire, connue pour sa nature profondément religieuse et sa forte volonté. Les légendes racontent que la nuit de sa conception, Olympias rêva qu'un éclair tombait sur son ventre, allumant un grand feu. Une autre légende affirme que Philippe vit un grand serpent couché à côté de sa femme endormie, ce que les oracles interprétèrent comme un signe de divinité. Ces mythes ont cultivé la croyance qu'Alexandre le Grand n'était pas seulement mortel, mais le fils de Zeus lui-même. Le jour de la naissance d'Alexandre, le temple d'Artémis à Éphèse, l'une des 7 merveilles du monde, fut incendié. Hégésias de Magnésie remarqua plus tard que le temple brûla parce qu'Artémis était absente, assistant à la naissance d'Alexandre. Enfant, Alexandre fut élevé par sa nourrice, Lanique, qui était la sœur de son futur général Clétus, le Noir Pompe. Il fut ensuite éduqué par le strict Léonidas d'Épire, un parent de sa mère, qui lui inculqua un sens de la discipline. Léonidas inspectait la literie d'Alexandre pour s'assurer que sa mère ne lui avait caché aucun luxe ou collation. À l'âge de 13 ans, Philippe décida que son fils avait besoin d'un niveau d'éducation plus élevé et chercha le plus grand philosophe de l'époque. Philippe engagea Aristote, qui se rendit en Macédoine pour enseigner le jeune prince au nymphaeum de Mielsapon. Sous la tutelle d'Aristote, Alexandre le Grand développa une passion pour la médecine, la philosophie, la morale, la religion, la logique et l'art. Aristote donna à Alexandre une copie de l'Iliade d'Homère, qu'il chérissait et gardait sous son oreiller à côté d'une dague. Alexandre commença à s'identifier à Achille, le grand héros de la guerre de Troie, s'efforçant d'imiter sa gloire. Pendant sa jeunesse, un marchand de chevaux apporta à Philippe un magnifique cheval noir nommé Bucéphale, proposant de le vendre à un prix élevé. Le cheval était sauvage et indomptable, se cabrant et refusant de laisser quiconque le monter. Philippe était sur le point de rejeter le cheval quand Alexandre intervint, affirmant qu'il pouvait dompter la bête. Alexandre remarqua que le cheval avait peur de sa propre ombre et tourna Bucéphale vers le soleil. Une fois l'ombre derrière lui, le cheval se calma et Alexandre le monta avec succès. Philippe, ému aux larmes, dit à son fils, « Obéo mon garçon, cherche-toi un royaume égal et digne de toi, car la Macédoine est trop petite pour toi. » Bucéphale devint le fidèle compagnon d'Alexandre, le portant dans presque toutes les grandes batailles jusqu'à la mort du cheval en Inde. À 16 ans, alors que Philippe était parti faire la guerre contre Byzance, Alexandre fut laissé comme régent de Macédoine. Pendant ce temps, la tribu thrace des Mèdes se révolta contre la domination macédonienne. Alexandre réagit rapidement, chassant les Mèdes de leur territoire et écrasant la révolte. Il colonisa la région avec des Grecs et fonda une ville nommée Alexandropolis, imitant Philippopolis de son père. Les relations entre Alexandre et Philippe s'envenimèrent lorsque Philippe épousa Cléopâtre Védis, une noble macédonienne certifiée. Pendant le banquet de mariage, Attale, l'oncle de Cléopâtre, porta un toast en priant pour un héritier légitime au trône, insultant l'héritage d'Alexandre. Alexandre jeta sa coupe sur Attale, criant « Ok, que suis-je donc, un bâtard, yo !» Philippe dégaina son épée pour frapper Alexandre, mais, ivre, trébucha et tomba. Alexandre se moqua de lui, disant « Ok, voici l'homme qui s'apprêtait à traverser de l'Europe à l'Asie, et qui ne peut même pas traverser d'une table à l'autre sans perdre l'équilibre, yo !» Suite à cet incident, Alexandre s'enfuit de Macédoine avec sa mère Olympias, l'emmenant en Épire. Bien qu'ils se soient finalement réconciliés, la tension demeura jusqu'à l'assassinat de Philippe en 336 AV.J.C. Philippe fut assassiné par son garde du corps Pausanias lors du mariage de sa fille, Cléopâtre, à Égae. Alexandre fut proclamé roi par les nobles et l'armée à l'âge de 20 ans. Il s'employa immédiatement à consolider son pouvoir en éliminant les rivaux potentiels au trône. La nouvelle de la mort de Philippe provoqua la révolte de nombreux États, dont Thèbes, Athènes et la Thessalie, contre l'hégémonie macédonienne. Alexandre agit à la vitesse de l'éclair, marchant vers le sud avec 3000 cavaliers macédoniens. Il arriva en Thessalie si rapidement que les Thessaliens se rendirent sans combattre et rejoignirent ses forces. Il se rendit ensuite à Corinthe, où les Grecs le reconnurent comme le chef de l'expédition contre la Perse. À Corinthe,
Alexandre rencontra le célèbre philosophe cynique Diogène, qui se reposait dans une grande jarre. Quand Alexandre lui demanda s'il pouvait faire quelque chose pour lui, Diogène répondit « ouais, oui, écarte-toi de mon soleil, yo, ni ». Alexandre fut impressionné et déclara « Ok, si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène, yo ». Avant de traverser l'Asie, Alexandre dut sécuriser ses frontières nord contre les tribus thraces et illyriennes. Il marcha jusqu'au Danube, vainquant les Tribaliens lors d'un brillant déploiement tactique. Pendant qu'il était au nord, une rumeur se répandit en Grèce selon laquelle Alexandre avait été tué au combat. Thèbes et Athènes se soulevèrent de nouveau en rébellion contre la domination macédonienne. Alexandre marcha son armée sur 240 miles en 2 semaines pour apparaître devant les portes de Thèbes. Lorsque Thèbes refusa de se rendre, Alexandre ordonna un assaut qui aboutit à la destruction totale de la ville. 6 000 Thébains furent tués, et 30 000 furent vendus comme esclaves, envoyant un message terrifiant au reste de la Grèce. Athènes demanda immédiatement la paix, et Alexandre pardonna la ville, ayant besoin de sa marine pour sa campagne persane. La Grèce pacifiée, Alexandre nomma Antipater régent et se prépara à traverser l'Hellespont. En 334, Alexandre traversa l'Hellespont pour l'Asie avec environ 48 000 soldats. Alors qu'il approchait de la côte asiatique, il jeta une lance au sol, revendiquant l'Asie comme un don des dieux. Il fut le premier à sauter à terre, entièrement armé, marquant le début de son invasion de l'Empire perse. Sa première rencontre majeure avec les Perses eut lieu à la bataille du Granit. Les satrapes perses avaient rassemblé leurs forces sur la rive escarpée d'en face, espérant arrêter l'avance macédonienne. Contre l'avis de ses généraux d'attendre l'aube, Alexandre ordonna une attaque immédiate à travers la rivière. Alexandre chargea au cœur des combats, visible dans son armure et son casque à panache blanc. Il fut attaqué par Spithridates et Rosas, 2 nobles perses, et fut presque tué. Spithridates leva sa hache pour fendre le casque d'Alexandre, mais Cleitus, le noir, trancha le bras du Perse juste à temps. Les Macédoniens remportèrent une victoire décisive, ouvrant le reste de l'Asie mineure à Alexandre. Il visita l'ancienne cité de Troie pour rendre hommage à son héros Achille et courut nu autour de sa tombe. Alexandre se déplaça ensuite vers le sud le long de la côte, libérant les villes grecques de la domination perse. Dans la ville de Gordion, il rencontra le légendaire nœud gordien, un nœud complexe d'écorce de cornouiller prenant. La prophétie disait que quiconque dénouerait le nœud deviendrait le souverain de toute l'Asie. Incapable d'en trouver les extrémités pour le dénouer, Alexandre tira son épée et trancha le nœud en 2. Il déclara « Ok, c'est défait, interprétant la prophétie comme signifiant que l'Asie serait gagnée par l'épée. En 333 AVC mental, J.D.C. Alexandre affronta le roi Darius III de Perse pour la première fois à la bataille d'Issoso. Darius avait positionné son armée massive dans une étroite plaine côtière, annulant son avantage numérique. Alexandre mena une charge de cavalerie directe contre Darius lui-même, visant à décapiter la direction perse. Terrifié par la férocité de l'assaut macédonien, Darius tourna son char et s'enfuit du champ de bataille. L'armée perse s'effondra, et Alexandre captura le camp de Darius, y compris sa femme, sa mère et ses enfants. Alexandre traita la famille royale avec beaucoup de respect et de chevalerie, promettant de maintenir leur statut. Lorsque la reine-mère prit Héphaïstion pour Alexandre, Alexandre dit alors « Ogé lui aussi est Alexandre, Yor ». Plutôt que de poursuivre Darius immédiatement, Alexandre décida de sécuriser les villes côtières de Phénicie pour neutraliser la flotte perse. La plupart des villes se rendirent, mais la ville insulaire de Tyr refusa de se soumettre. Alexandre commença le siège de Tyr en 332 avec Nétiès. C'est déterminé à prendre la ville imprenable. Comme il n'avait pas de flotte, il ordonna la construction d'une chaussée massive ou d'une jetée pour atteindre l'île. Les Tyriens attaquèrent les ouvriers avec des brûlots et des plongeurs, détruisant la première jetée. Imperturbable, Alexandre ordonna la construction d'une jetée plus grande et plus large et rassembla une flotte de ses alliés. Après 7 mois de siège, les Macédoniens franchirent les murs et prirent d'assaut la ville. Le massacre fut grand, et ceux qui ne furent pas tués furent vendus comme esclaves, 2000 étant crucifiés sur la plage. Après Tyr, Alexandre marcha en Égypte, où il fut accueilli comme un libérateur de l'oppression perse. Il fonda la ville d'Alexandrie sur la côte méditerranéenne, traçant lui-même le plan des rues avec des grains. Il entreprit ensuite un voyage dangereux à travers le désert jusqu'à l'oasis de Siwa,
pour consulter l'oracle d'Amon. On raconte que des corbeaux le guidèrent lorsque le groupe se perdit dans une tempête de sable. Le grand prêtre d'Amon le salua comme Yahweh, fils de Dieu, confirmant son statut divin à ses propres yeux. Alexandre ne révéla jamais exactement ce que l'oracle lui avait dit, mais il écrivit à sa mère qu'il avait reçu la réponse que son âme désirait. En 331, AVOE, J.A.C., Alexandre quitta l'Égypte pour affronter de nouveau Darius, marchant vers la Mésopotamie. Darius avait rassemblé une armée massive, encore plus grande qu'Aïsoso, dans les plaines de Gaugamel, dans les plaines de Gaugamel. Les Perses dégagèrent le terrain pour faciliter leur char à faux, espérant écraser la phalange macédonienne. La nuit précédant la bataille, Alexandre dormit profondément, surprenant ses généraux anxieux. Lorsque Parménion le réveilla, lui demandant comment il pouvait dormir, Alexandre répondit que la victoire était déjà acquise. La bataille de Gaugamel commença par la charge des chars à faux perses. Les Macédoniens ouvrirent leurs rangs, laissant les chars passer inoffensifs pour être traités par l'arrière-garde. Alexandre utilisa une formation en coin, dérivant vers la droite pour éloigner le centre perse de sa position. Opérant une brèche dans la ligne perse, Alexandre tourna son coin vers l'intérieur et chargea directement Darius. Une fois de plus, Darius perdit son sang-froid et s'enfuit, entraînant l'effondrement total de l'armée perse. Alexandre était désormais le roi incontesté de l'Asie, ayant détruit la principale résistance perse. Il marcha sur Babylone, la grande ville, qui se rendit à lui, sans combattre. Il ordonna la restauration de l'Essagil, le temple de Marduk, gagnant la faveur du sacerdoce local. De Babylone, il se rendit à Suse, capturant l'immense trésor royal des rois perses. Il se fraya ensuite un chemin à travers les portes perses, un étroit passage montagneux défendu par Ario Barzanès. Après avoir percé, il arriva à Persépolis, la capitale cérémonielle de l'Empire perse. À Persépolis, lors d'une fête arrosée, la courtisane Thaïs suggéra de brûler le palais pour venger l'incendie d'Athènes par Xerxès. Alexandre et ses compagnons prirent des torches et mirent le feu au magnifique palais de Persépolis. Le feu consuma les bibliothèques, les tapisseries et les merveilles architecturales du monde antique. Le lendemain matin, Alexandre regretta son acte, mais la destruction était irréversible. Il reprit la poursuite de Darius, qui s'était enfui à Ecbatane puis vers la Bactriane. Cependant, Darius fut trahi et arrêté par son propre satrape, Pessos. Alexandre trouva Darius mourant dans un chariot, poignardé par les conspirateurs qui s'étaient enfuis. Alexandre couvrit Darius de son propre manteau et jura de punir ses assassins pontiens. Il renvoya le corps de Darius à Persépolis pour y être enterré avec tous les honneurs royaux. Alexandre se considérait désormais comme le successeur légitime du trône achéménide. Il commença à adopter des coutumes perses, comme porter le diadème et exiger la proskinèse, inclinaison rituelle. Cela provoqua de grandes tensions avec ses vétérans macédoniens, qui y voyaient un ralliement à l'ennemi vaincu. Il poursuivit Bessos en Asie centrale, traversant les montagnes de l'Hindu-Kush. Bessos fut finalement capturé, mutilé et exécuté pour son régicide. Pendant les campagnes en Sogdiane, Alexandre captura le rocher de Sogdiane, une forteresse jugée imprenable. Là, il rencontra Roxane, la fille d'un chef local, et en tomba amoureux. Il épousa Roxane lors d'une cérémonie traditionnelle, unissant symboliquement l'Orient et l'Occident. Les tensions dans l'armée explosèrent lorsque Philotas, fils de Parménion, ne rapporta pas un complot contre la vie d'Alexandre. Philotas fut exécuté, et Alexandre envoya des assassins à Ecbatane pour tuer le loyal vieux général Parménion, afin d'éviter la vengeance. Plus tard, dans une rage ivre à Maracanda, Alexandre tua son sauveur Clétus le Noir d'une lance. Alexandre fut immédiatement submergé par le chagrin et tenta de se suicider, mais fut retenu par ses gardes. En 327, Alexandre tourna ses yeux vers l'Inde, une terre de mystère et d'immense richesse. Il traversa l'Indus et avança dans la région du Pendjab-Pantan. Le roi Porus de Porava l'attendait à la rivière Hydaspe avec une armée massive et des éléphants de guerre. La bataille de l'Hydaspe fut la dernière grande bataille d'Alexandre et l'une des plus difficiles. Les chevaux macédoniens étaient terrifiés par les éléphants, rendant les charges de cavalerie difficiles. Alexandre utilisa une feinte pour traverser la rivière en amont pendant une nuit orageuse afin de flanquer Porus. La phalange dut combattre les éléphants, coupant leurs trompes et leurs jarrets.
Malgré les éléphants, la brillance tactique d'Alexandre assura la victoire. Impressionné par le courage de Porus, Alexandre lui demanda comment il souhaitait être traité. Porus répondit « Ok, traitez-moi comme un roi aïeux », et Alexandre le rétablit sur son trône en tant que vassal princesse. C'est après cette bataille que le cheval bien-aimé d'Alexandre, Bucéphale, mourut. Il fonda une ville nommée Bucéphale en l'honneur de son cheval. Alexandre souhaitait marcher plus à l'est vers le Gange et les confins de la terre. Cependant, ses troupes, épuisées par des années de campagne et terrifiées par d'autres éléphants, se mutinèrent à la rivière Iphase. Ils supplièrent Alexandre de rentrer chez eux pour voir leur famille. Alexandre bouda dans sa tente pendant 3 jours, espérant qu'il changerait d'avis. Finalement, il céda et déclara qu'il reviendrait, ce qui fit hurler de joie l'armée. Il construisit 12 hôtels massifs aux dieux olympiens pour marquer la limite la plus orientale de son empire. Le voyage de retour ne fut pas facile. Ils se frayèrent un chemin le long de l'Indus jusqu'à l'océan Pointais. Pendant le siège d'une ville malienne, Alexandre sauta imprudemment seul dans la citadelle. Il fut frappé par une flèche au poumon et faillit mourir avant que ses gardes du corps ne le sauvent. Des rumeurs de sa mort se répandirent de nouveau, provoquant la panique jusqu'à ce qu'il soit montré aux troupes sur une civière. Arrivé à l'océan Indien, il divisa ses forces. Néarque fut envoyé diriger la flotte le long de la côte, tandis qu'Alexandre conduisait l'armée à travers le désert de Gédrosie. La marche à travers le désert de Gédrosie fut un désastre, avec une chaleur torride et un manque d'eau. Des milliers de personnes moururent de soif et d'épuisement, plus que le nombre de pertes cumulées de toutes ces batailles. Dans une anecdote célèbre, un soldat apporta un casque avec un peu d'eau à Alexandre. Alexandre versa l'eau dans le sable, refusant de boire alors que ses hommes ne le pouvaient pas. Les survivants atteignirent finalement la Carmanie, où ils se regroupèrent et firent la fête. De retour à Suse, Alexandre organisa un mariage de masse pour unir Perses et Macédoniens. Lui-même épousa Statéra, fille de Darius, et Parisatis, fille d'Artaxerxès III. Il effaça la dette de chaque soldat de son armée, un acte d'une immense générosité. Cependant, ces tentatives d'intégrer des soldats perses dans l'armée provoquèrent la mutinerie d'Opis. Alexandre s'adressa à eux, leur rappelant jusqu'où il les avait menés, eux qui n'étaient que des bergers en Macédoine. Les soldats furent honteux et se réconcilièrent avec leur roi dans une scène émouvante. La tragédie frappa à Ecbatane lorsque Héphaïstion, le plus proche compagnon et amant probable d'Alexandre, mourut de maladie. Le chagrin d'Alexandre était incontrôlable. Il crucifia le médecin et ordonna un bûcher massif. Il retourna à Babylone en 323 AVC, JC, planifiant de nouvelles campagnes en Arabie et peut-être à Carthage. Des présages commencèrent à apparaître, prédisant sa mort, y compris un étranger assis sur son trône. Après un banquet prolongé et de fortes libations, Alexandre tomba malade avec de la fièvre. Son état se détériora rapidement au cours des 2 semaines suivantes. Ses soldats, apprenant qu'il était mourant, exigèrent de le voir. Le 10 ou 11 juin 323 AVNT, JC, Alexandre le Grand mourut à l'âge de 32 ans. Interrogé sur son lit de mort à qui il laissait son empire, il aurait murmuré « Allez, obé au plus fort interne, et oh !» Sa mort déclencha une série de guerres entre ses généraux, connus sous le nom de Diadoques. Son empire fut finalement fracturé en 3 royaumes principaux, le royaume ptolémaïque, le royaume séleucide et le royaume antigonide. Le corps d'Alexandre fut détourné par Ptolémée et emmené en Égypte, opposant finalement à Alexandrie. Sa tombe devint un lieu de pèlerinage pendant des siècles, visité par César et Auguste. Alexandre est largement considéré comme l'un des plus grands commandants militaires de l'histoire. Il ne perdit jamais une bataille malgré des effectifs souvent inférieurs. Ses conquêtes répandirent la culture, la langue et l'art grec à travers le monde connu, initiant la période hellénistique. Des villes nommées Alexandrie furent fondées aussi loin à l'est que l'Afghanistan et le Pakistan. La fusion des cultures grecques et orientales créa une nouvelle civilisation cosmopolite. L'image d'Alexandre apparut sur des pièces de monnaie pendant des siècles, symbolisant l'autorité royale. Sa vie devint le sujet du roman d'Alexandre, une collection de légendes et de mythes. Il est représenté dans le Coran comme Dul-Qarnayn, le bicornu. Napoléon Bonaparte cita Alexandre comme l'un des plus grands capitaines de l'histoire. L'utilisation par Alexandre de la phalange et de la cavalerie lourde révolutionna l'art de la guerre.
Il possédait un style de leadership charismatique, menant de front et partageant les dangers de ses hommes. Cependant, son tempérament et sa paranoïa, dans ces dernières années, ternissent son héritage. Il tua ses amis et adopta les manières des despotes qu'il avait renversés. Malgré sa courte vie, son impact sur le monde fut profond et durable. Il ouvrit des routes commerciales entre l'Orient et l'Occident qui deviendraient plus tard la route de la soie. Les sciences, l'astronomie et les mathématiques grecques furent enrichies par le contact avec Babylone et l'Inde. La bibliothèque d'Alexandrie devint le dépositaire du savoir antique. La vision d'Alexandre d'un État mondial unifié était en avance de plusieurs siècles sur son temps. Il reste un symbole d'ambition, de jeunesse et du potentiel illimité de l'esprit humain. Son histoire sert de rappel de la nature éphémère du pouvoir et de la gloire. De Péla à Babylone, Alexandre a tracé un chemin qui a changé l'histoire pour toujours. Il fut le roi de Macédoine, pharaon d'Égypte, roi d'Asie et seigneur d'Asie. Même dans la mort, il jeta une longue ombre sur l'Empire romain qui suivit. Pompée le Grand imita délibérément la coiffure et le titre d'Alexandre. Trajan pleura en atteignant le golfe Persique, réalisant qu'il était trop vieux pour répéter les exploits d'Alexandre. La vie d'Alexandre témoigne de ce qu'un seul individu peut accomplir avec de la détermination et du génie. Il mourut invaincu au combat, un record égalé par peu dans l'histoire. Sa dernière demeure reste l'un des grands mystères non résolus de l'archéologie. Héros ou tyran, Alexandre le Grand est indéniable. Son nom, Alexandre, signifiant Ega défenseur des hommes, est toujours populaire, aujourd'hui. Le nœud gordien qu'il coupa est une métaphore toujours utilisée pour résoudre des problèmes insolubles. L'établissement du grec koiné comme lingua franca permit la diffusion ultérieure du christianisme. L'héritage culturel d'Alexandre est tissé dans le tissu des civilisations occidentales et orientales. Il repoussa les limites du monde connu et élargit les horizons de l'esprit grec. Sa fascination pour d'autres cultures conduisit à une brève période de synthèse. Il fut l'élève d'Aristote, mais ignora souvent les conseils xénophobes de son maître. Aristote lui conseilla de traiter les Grecs comme des amis et les barbares comme des plantes ou des animaux. Alexandre rejeta cela, croyant que la vertu pouvait être trouvée chez tous les peuples. Ce cosmopolitisme fut peut-être son idée la plus révolutionnaire. Pourtant, l'effusion de sang nécessaire pour y parvenir fut immense. Nous nous souvenons de lui non seulement pour les batailles, mais pour l'ampleur même de son ambition. Il voulait conquérir le monde, et il a failli y arriver. Le monde de 323 AVE, JMAS, CE, était radicalement différent du monde de 336 AVE. J.I.S.A.D. CE. Il mit fin à l'empire achéménide, qui avait régné pendant 2 siècles. Il mit un terme à l'ère de la cité-État grecque indépendante. À sa place, il créa le concept de monarchie territoriale. Territoriale. Ses successeurs, les diadoques, régneraient en tant que rois et non en tant que fonctionnaires élus. L'ère hellénistique fut le résultat direct de sa vie et de sa mort. Même aujourd'hui, les académies militaires étudient ses tactiques à Gaugamel et à l'Idas Pons. Sa logistique pour traverser déserts et montagnes sont des merveilles de planification. Il réussit à maintenir une armée multiethnique unie pendant plus d'une décennie. Sa personnalité était magnétique, inspirant une dévotion fanatique. Pourtant, il était aussi capable d'une grande cruauté, comme on le voit à Tyr et à Thèbes. C'était un homme de contradiction, un roi philosophe et un conquérant impitoyable. C'était un visionnaire qui voyait au-delà de l'horizon. Il était Alexandre le Grand, et il n'y en a jamais eu d'autre comme lui.